Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une serveuse danse avec son fils handicapé, un milliardaire découvre le vrai bonheur. Dans la ville pittoresque de Charleston, en Caroline du Sud, le Sunrise Diner se dressait modestement au coin d'une rue tranquille. Ce petit café au charme rétro, avec ses chaises en métal coloré et ses nappes à carreaux rouges, était devenu au fil des années un refuge pour les habitants du quartier. On venait y chercher non seulement un café chaud ou un petit déjeuner réconfortant, mais aussi un sourire, une parole douce, une présence rassurante. Chaque matin, avant l'aube, Emily Johnson franchissait la porte du dîner avec une énergie discrète mais inébranlable. À 32 ans, elle portait sur ses épaules bien plus que son âge ne laissait paraître. Ses cheveux bruns, souvent relevés en un chignon rapide, encadraient un visage marqué par la fatigue, mais surtout illuminé d'une bonté naturelle. Elle connaissait presque tous les habitués par leur prénom, connaissait leurs préférences, leurs petits soucis, et faisait en sorte que chacun se sente un peu mieux en partant. Mais ce que personne ne voyait dans ce café, c'était la vie plus complexe qu'Emily menait en dehors de ses heures de travail. Son plus grand trésor, c'était son fils, Ethan. Un garçon de 8 ans, au regard vif et au sourire contagieux, qui vivait avec une paralysie cérébrale sévère. Ethan ne pouvait pas marcher, ni parler clairement, mais son intelligence et sa joie de vivre émanaient de chaque geste, chaque éclat de rire. Tous les jours, dès qu'elle le pouvait, Emily emmenait Ethan dehors. Elle poussait sa chaise roulante sur les trottoirs bordés d'arbres et de fleurs, respirant l'air frais de la ville. Le soleil du matin baignait leur visage, et Emily prenait soin de couvrir Ethan d'un léger châle pour le protéger du vent. Ce rituel matinal était sacré pour eux. Devant le café, tandis que les premiers clients s'installaient et que la radio diffusait une douce mélodie country, Emily saisissait les mains d'Ethan dans les siennes. Et ils dansaient. Pas une danse élaborée, ni une chorégraphie étudiée, mais un balancement doux, un rythme lent et tendre qui semblait suspendre le temps. Les passants qui traversaient la rue s'arrêtaient parfois, émus par ce spectacle simple et sincère. Une jeune femme avec sa poussette, un vieil homme sur son banc, un étudiant avec son sac à dos. Tous voyaient dans ce geste d'amour pur une force qui transcendait la douleur. Certains sortaient leur téléphone pour capturer l'instant, d'autres esquissaient un sourire attendri. Le regard d'Emily brillait à chaque mouvement, à chaque sourire de son fils. Elle y puisait une énergie inépuisable, une raison de se battre contre les épreuves, contre la solitude, contre le poids du quotidien. Car elle savait que, même dans la plus grande difficulté, il y avait de la lumière. Et cette lumière, c'était leur danse, leur complicité, leur amour inconditionnel. Un matin, alors que la lumière dorée du soleil filtrait doucement entre les arbres de King Street, Emily se tenait devant le Sunrise Diner, tenant délicatement les mains d'Ethan. La douce mélodie de What a Wonderful World flottait dans l'air depuis les haut-parleurs du café, enveloppant la scène d'une tendresse intemporelle. Les passants ralentissaient leur marche, certains s'arrêtaient brièvement, captivés par cette vision bouleversante, une mère et son enfant, liés par un amour inébranlable, dansant au rythme d'un monde qu'ils semblaient seuls à comprendre. Parmi ces passants ce jour-là, un homme s'arrêta. Il ne portait ni sac ni café à emporter, mais un costume anthracite taillé sur mesure, une montre suisse brillante à son poignet, et un air soucieux gravé sur le visage. William Carter, magnate de la technologie, fondateur de l'entreprise Novacor Systems, était en ville pour une importante conférence d'investisseurs. Il avait quitté son hôtel 5 étoiles pour marcher seul, cherchant à ordonner ses pensées avant une décision capitale pour ses actionnaires. Il n'aurait jamais imaginé que ce qu'il découvrirait ce matin-là changerait le cours de sa vie. Ce n'était pas simplement la grâce du moment qui le frappa, mais la paix silencieuse qui s'en dégageait. Il resta là, immobile sur le trottoir, comme si ses pieds refusaient de le porter plus loin. William, qui avait construit des tours de verre et de fer, vu des fortunes changer de main en un clic, venait d'être bouleversé par quelque chose d'infiniment plus petit, mais infiniment plus vrai. Il sentit quelque chose se fissurer en lui. Une émotion brute, presque douloureuse, monta dans sa poitrine. Une chaleur, presque oubliée, lui fit cligner des yeux. Il détourna brièvement le regard, comme s'il était pris en faute. Mais il ne put s'empêcher de revenir vers cette scène, hypnotisé. Lorsque la chanson s'acheva,
Émilie se pencha vers Ethan, lui caressa tendrement la joue, puis poussa lentement son fauteuil vers l'intérieur du café. William hésita une seconde, puis entra à son tour. Le tintement de la cloche au-dessus de la porte interrompit un instant le calme du lieu. Émilie leva les yeux. Elle reconnut immédiatement l'homme qui les avait observés dehors. Il n'était pas du genre à fréquenter les petits dîners. Son allure, sa posture, ses chaussures en cuir impeccable, tout trahissait un homme habitué au conseil d'administration, pas au comptoir en formica. Pourtant, il s'assit à une table près de la fenêtre, en silence. Émilie, un peu intriguée mais fidèle à elle-même, alla à sa rencontre avec la même attention qu'elle accordait à chacun de ses clients. Elle posa une tasse de café noir devant lui avec un sourire simple, franc. « Bonjour », dit-elle en déposant une serviette en papier sur la table. « Vous êtes nouveau dans le quartier ?» L'homme releva les yeux. Ils étaient d'un bleu clair, presque glacé, mais ce matin-là, il semblait troublé, comme s'il cherchait à exprimer quelque chose d'inhabituel. « Madame Johnson, c'est bien cela ?» demanda-t-il avec une voix posée mais chargée d'émotion. Émilie, légèrement surprise qu'il connaisse son nom, hocha doucement la tête. « Je m'appelle William Carter. Je voulais simplement vous dire que ce que je viens de voir là dehors, c'était magnifique. » Elle rougit légèrement, prise au dépourvu par la sincérité dans la voix de cet homme si imposant. « Merci, monsieur Carter. Ethan est tout pour moi, murmura-t-elle, les yeux brillants. Il me donne une raison de continuer, chaque jour. » Un court silence suivit. Puis William prit une gorgée de café. Il regarda par la fenêtre, comme pour rassembler ses pensées. « Je vous avoue que je ne sais pas exactement pourquoi je suis ici, » dit-il lentement. « J'ai vu tant de choses dans ma vie. Mais ce matin, pendant quelques minutes, en vous regardant danser avec votre fils, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. C'était réel. Authentique. Et, j'avais besoin de le dire à quelqu'un. » Émilie le regarda avec douceur, puis s'assit à la table, comme si la barrière invisible entre eux venait de s'effacer. Ils parlèrent longtemps. Elle lui parla de la naissance difficile d'Ethan, des médecins pessimistes, des nuits blanches, des heures de kinésithérapie, de solitude aussi. Elle évoqua les regards de pitié, parfois même de mépris, la sensation d'être invisible dans un monde pressé. Mais aussi l'amour fou, la résilience, la musique qui guérissait les silences, et la promesse silencieuse qu'elle s'était faite, qu'Ethan, peu importe son handicap, connaîtrait la joie. William écoutait sans l'interrompre. Lui, qui avait passé sa vie à écouter des rapports, des présentations, des pitchs, écoutait vraiment. Il réalisait qu'il avait bâti un empire sans jamais comprendre ce qu'était l'essentiel. Il avait acheté des œuvres d'art sans jamais voir la beauté dans un sourire d'enfant. Et ce matin-là, dans un petit café sans prétention, face à une femme qu'il venait à peine de rencontrer, William Carter sentit que quelque chose en lui changeait pour toujours. Dans les semaines qui suivirent leur rencontre, William Carter revint régulièrement au Sunrise Diner. Il n'y venait plus pour le café, ni pour échapper à ses responsabilités d'homme d'affaires, il y venait pour retrouver quelque chose qu'il n'avait jamais possédé, malgré ses milliards, une vérité humaine, une authenticité, un cœur qui bat sans artifice. Chaque matin où il apparaissait, vêtu plus simplement à mesure que les jours passaient, les habitués le saluaient avec une curiosité mêlée de respect. William, lui, se contentait de s'asseoir à la même table près de la fenêtre, observant parfois Émilie en train de servir les clients, et Ethan, dans son fauteuil, sourire au soleil comme s'il saluait le monde entier. Un jour, après une conversation particulièrement poignante avec Émilie sur les obstacles administratifs auxquels elle faisait face pour obtenir une simple séance de rééducation pour son fils, William resta silencieux pendant un long moment. Puis, d'un ton calme mais résolu, il déclara. « Émilie, et si on faisait quelque chose ? Quelque chose de plus grand. Pas seulement pour Ethan, mais pour tous les enfants comme lui, et pour leur famille. » Émilie fronça les sourcils, surprise. « Vous voulez dire, une levée de fonds ? » ? Non. Pas une levée de fonds. Une fondation. Un lieu, une structure, un espoir tangible. Quelque chose de durable. Et je veux que vous en soyez le cœur. Vous savez ce qu'il faut. Moi, j'ai les moyens. Ensemble, on peut changer les choses. C'est ainsi qu'ils commencèrent à rêver,
à écrire, à appeler, à bâtir. 3 mois plus tard, la fondation Hope Move était née. Son siège, installé dans un ancien bâtiment rénové de Charleston, était à l'image de ce qu'Emily avait toujours souhaité, chaleureux, accueillant, vivant. Les murs étaient peints de couleurs douces, décorés de dessins d'enfants et de citations inspirantes. Les salles de thérapie étaient lumineuses, remplies de matériel moderne, mais surtout de personnel bienveillant. Hope Move n'était pas seulement un centre d'aide, c'était un foyer. On y trouvait des programmes de rééducation adaptés, des ateliers artistiques et musicaux pour les enfants en situation de handicap, des groupes de parole pour les parents, des soutiens psychologiques, et même un espace où les familles pouvaient se reposer, se retrouver. Et chaque semaine, William Carter, l'homme qu'on surnommait autrefois le requin de la Silicon Valley, passait du temps dans ce centre. Il se rendait dans les salles, s'asseyait par terre avec les enfants, parlait avec les mères, servait du jus de fruits dans la cuisine. Il ne portait plus de costume. Il riait plus qu'il ne parlait. Il avait appris à écouter. Un jour, lors de l'inauguration du 2e centre Hope Move à Atlanta, Emily vit William danser maladroitement avec Ethan sur une chanson de Stevie Wonder. Le petit garçon riait aux éclats dans les bras de l'homme d'affaires, tandis que les autres familles applaudaient. Emily sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce qu'elle voyait n'était pas seulement un homme qui avait offert son argent. C'était un homme qui avait ouvert son cœur. William, quant à lui, découvrait un bonheur qu'aucune acquisition ne lui avait jamais offert. Il comprenait désormais que la vraie richesse résidait dans les liens tissés, dans les cœurs transformés, dans ces moments fragiles où l'on oublie le reste du monde. Les années passèrent. Hope Move devint un réseau national, avec des centres dans une quinzaine d'États. Des milliers de familles avaient vu leur quotidien transformé. Certaines mères, jadis isolées, devinrent formatrices ou bénévoles. Des enfants qui n'avaient jamais parlé prononcèrent leurs premiers mots dans une salle aux murs orange et verts. D'autres, comme Ethan, progressèrent au-delà des attentes médicales. Ethan, d'ailleurs, était devenu une figure emblématique du mouvement. À 16 ans, il continuait de rayonner. Son sourire, immortalisé sur les brochures de la Fondation, était devenu un symbole d'espoir. Il participait aux événements, communiquait avec une tablette vocale, jouait de la musique et enseignait, par sa simple présence, la résilience. Emily, elle, était désormais directrice nationale du programme de soutien aux mères. Elle voyageait souvent, mais chaque fois qu'elle revenait à Charleston, elle passait par le Sunrise Dîner, parfois juste pour respirer les souvenirs. Et William Carter? Il avait pris du recul sur son empire technologique. Il siégeait toujours au conseil de Novacor, mais ne se battait plus pour des parts de marché. Il consacrait la majorité de son temps à Hope Move. Les journalistes, intrigués par sa métamorphose, le surnommaient désormais « le philanthrope au grand cœur ». Mais ceux qui le connaissaient bien savaient que ce n'était pas une façade. Il avait changé. Pas grâce à une crise. Pas à cause d'un scandale. Mais grâce à une danse, un matin, au soleil, entre une mère et son fils. William n'était plus seulement un milliardaire. Il était un homme riche de sens, riche de liens, riche d'une paix qu'aucun compte bancaire ne pouvait acheter. Et dans chaque rire d'enfant, dans chaque main serrée, dans chaque pas de danse improvisé au coin d'un couloir d'un centre Hope Move, il retrouvait cette vérité simple. Le vrai bonheur se donne, il ne se possède pas.